merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 11 mars. L'entité sioniste continue de violer le cessez-le-feu dans la bande de Gaza où 5 Palestiniens sont tombés en martyrs au sud de la ville de Gaza et 2 autres dont une femme à l'est de Rafah. En Cisjordanie occupée, les forces de l'entité sioniste font 6 martyrs au 50e jour de l'agression contre Jenin et son camp. Les colons sionistes continuent de voler et de saccager les biens des Palestiniens en Cisjordanie en incendiant plusieurs véhicules près de Ramallah. Et l'Algérie réceptionne une nouvelle usine de dessalement d'eau de mer, celle de Cap Jenet 2 à Boumerdès, dotée d'une capacité de 300 000 mètres cubes jour, inaugurée ce mardi par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Et puis la Russie visée par plus de 330 drones ukrainiens, l'attaque ayant fait au moins 3 morts, intervient alors que des discussions en Arabie Saoudite réunissent les chefs de la diplomatie américaine et ukrainienne. Bonsoir à tous. L'entité sioniste continue de violer le cessez-le-feu dans la bande de Gaza où 5 Palestiniens sont tombés en martyrs ce mardi à la suite d'une attaque de drone des forces de l'entité sioniste contre des Palestiniens près du passage de Kalem Abou Salem au sud de la ville de Gaza. Hier, 2 Palestiniens, dont une femme, sont tombés en martyrs, ciblés par un drone des forces de l'entité sioniste à l'est de Rafah, dans le sud de l'enclave palestinienne. Et le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi à 48 503 martyrs et 11 927 blessés depuis le 7 octobre 2023. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 36 martyrs et 14 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. L'entité sioniste poursuit ses agressions en Cisjordanie occupée également. Au moins 6 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont une femme ce mardi à Jenin, selon le ministère palestinien de la Santé. Au 50e jour de l'agression qui se poursuit contre Jenin et son camp, le nombre de victimes s'élève à 36 martyrs et des dizaines de blessés. La Cisjordanie où les forces de l'occupation sioniste ont arrêté ce mardi au moins 17 Palestiniens, dont d'anciens prisonniers, après avoir entamé une campagne d'arrestation et de démolition de maisons à grande échelle. Ces agressions, lors desquelles plusieurs Palestiniens ont été blessés, concernent les villes de Naplouse, le camp de réfugiés d'El Asqar, Al-Khalil et Jenin. Cela intervient au lendemain de l'arrestation de 30 Palestiniens dans plusieurs gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée. S'agissant de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, les Nations Unies ont appelé l'entité sioniste à lever son blocus sur l'aide humanitaire à Gaza, où plus de 2 millions de Palestiniens sont confrontés à des pénuries croissantes de nourriture, de médicaments et d'électricité après 9 jours consécutifs de coupure totale d'approvisionnement. Nothing. I mean, there's been no goods coming in. Il n'y a pas eu de marchandises qui sont arrivées, pas de camions qui sont arrivés. J'ai entendu dire que les gens et les travailleurs humanitaires n'ont pas été autorisés à entrer. Aucune marchandise n'est arrivée. Nous appelons à nouveau toutes les parties à respecter les obligations qu'elles ont acceptées. Nous voulons voir l'aide humanitaire revenir. That they had agreed to. We want to see the humanitarian aid return.
Et l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, ne peut être remplacée que par des institutions palestiniennes. C'est ce qu'a affirmé son chef, Philippe Lazzarini, tout en mettant en garde contre les conséquences désastreuses d'une éventuelle disparition de l'agence. Laisser l'UNRWA s'effondrer en raison d'une campagne de désinformation vicieuse et de la suspension du financement par les principaux donateurs aurait des conséquences désastreuses, créant un vide dangereux dans les territoires palestiniens occupés et entraînant de graves répercussions en Jordanie, au Liban et en Syrie. Le démantèlement brutal de l'UNRWA ne ferait qu'aggraver les souffrances des réfugiés palestiniens, mais n'éliminerait pas le statut de réfugié. Au contraire, l'UNRWA peut être soutenue pour mettre progressivement fin à son mandat dans le cadre d'un processus politique qui renforce les institutions palestiniennes et les prépare à une solution à deux États. Et pour accentuer les souffrances des habitants de la bande de Gaza, l'entité sioniste a coupé l'électricité alimentant la seule station de dessalement d'eau de mer encore fonctionnelle. Cet acte largement condamné survient alors que 90% des Gazaouis n'ont pas accès à l'eau potable. Souhila Kilal. L'usine de dessalement du sud de Gaza fonctionne à minima, passant de 18 000 à 2 000 mètres cubes jour. Cette station de dessalement qui produit de l'eau potable pour une partie du territoire de l'enclave est aujourd'hui directement impactée par la récente décision de l'occupation sioniste de couper l'approvisionnement en électricité. Cette décision intervient une semaine après la suspension des livraisons des aides humanitaires aux 2 millions de Gazaouis et qui, selon le Hamas, fait partie de la politique de famine de l'entité sioniste. L'électricité a été coupée à la centrale par une décision du ministre israélien de l'énergie Eli Cohen, avec la fermeture des points de passage et la pénurie de carburant. Nous ne pouvons actuellement pas prédire combien de temps nous pourrons fonctionner avec des générateurs. La centrale était capable de produire 18 000 mètres cubes par jour et nous fournissons cette quantité à la région centre et sud de Gaza. Or, depuis hier, l'alimentation en électricité de la centrale est interrompue. Nous ne pouvons donc produire que 2000 mètres cubes par jour. Cela signifie une diminution d'environ plus de 80%. Le blocus imposé par l'entité sioniste conjugué à la décision de couper l'approvisionnement en électricité ne fera qu'aggraver une situation déjà très compliquée. La sévère pénurie d'eau en cours va atteindre des niveaux encore plus critiques, faisant craindre une catastrophe environnementale et sanitaire. Avec l'arrêt de l'usine de dessalement, l'apport hydrique sera insuffisant, ce qui poussera les citoyens à recourir à de l'eau contaminée. Cela augmentera le risque de propagation de maladies intestinales ou cutanées. Par conséquent, nous nous attendons à une catastrophe environnementale et sanitaire. Il faudra rétablir la ligne électrique vers la principale usine de dessalement qui alimente des centaines de milliers de citoyens dans le sud de la bande de Gaza. Pas moins de 1,8 million de personnes à Gaza, dont une majorité d'enfants, ont un besoin urgent d'eau, d'assainissement et d'assistance sanitaire. Selon les chiffres des agences onusiennes, la situation s'est encore détériorée après la décision de l'entité sioniste de couper l'électricité dans l'enclave palestinienne, ce qui a perturbé les opérations vitales d'assainissement d'eau de mer. D'ailleurs, la fermeture des points de passage de Gaza a d'ailleurs été dénoncée par le mouvement de résistance palestinien Hamas, condamnant l'utilisation de l'aide comme moyen de chantage politique. Le Hamas a affirmé que cela constituait une violation de l'accord de cessez-le-feu et appelé les médiateurs à faire pression sur l'entité sioniste pour qu'elle respecte ses engagements et finalise les discussions concernant la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu. Quand ils ne font pas l'objet d'arrestations, les Palestiniens de Cisjordanie sont expulsés de leurs maisons et leurs biens sont détruits. Et quand ce ne sont pas les forces de l'occupation sioniste, ce sont les colons qui s'en chargent, comme cela s'est produit dans la ville d'Oum-Safa, près de Ramallah, où plusieurs véhicules ont été incendiés. Amal Amzian Zitouni. Au village de Oum-Safa, en Cisjordanie occupée, des Palestiniens se sont réveillés sur les dégâts causés aux voitures brûlées par l'entité sioniste, après ce qu'ils ont décrit comme une attaque de colons sionistes contre leur village.
Rafat Sabah est le propriétaire d'un garage à Safa. Selon lui, des colons avaient brûlé tôt mardi 3 voitures appartenant à ses clients. Ce qui s'est passé ici, c'est qu'ils sont venus à 4 heures du matin et ont brûlé des voitures, 3 voitures qui coûtent environ 100 000 shekels et qui appartiennent à des clients. Ce qui s'est passé ici, c'est qu'ils sont venus à 4 heures du matin et ont brûlé des voitures, 3 voitures qui coûtent environ 100 000 shekels et qui appartiennent à des clients et non à moi. Nous parlons donc d'une perte d'environ 100 000 shekels. De plus, avant cette heure-là, ils sont venus et ont cassé les véhicules ici. Et ils ont endommagé le garage et ont pris l'huile et les filtres et l'équipement. Chaque mois, ils viennent et font la même chose. Les attaques de colons sionistes sur les villages de la Cisjordanie occupée se répètent. Les Palestiniens sont terrifiés et terrorisés. À 4h moins quart du matin, un groupe de colons a incendié 3 véhicules appartenant aux habitants de Rafah, Youssef Sabti Sabah et Mohamed Youssef Sabti Sabah du village Safa. Il s'agit d'un garage et d'une maison qui appartiennent à ses frères. Ils ont complètement incendié 3 voitures. Ils auraient brûlé tous les véhicules si nous n'étions pas arrivés sur les lieux. Le village Safa est continuellement attaqué par les colons et les forces d'occupation 24 heures sur 24 et 4000 dunams de terre du village ont été confisqués. Alors que la communauté internationale concentre son attention sur Gaza, l'entité sioniste laisse la violence des colons s'intensifier en Cisjordanie occupée. Elle a également poursuivi l'expansion de colonies sionistes bâties sur des terres palestiniennes. Les forces d'occupation ferment toujours l'œil sur les crimes commis par les colons contre les Palestiniens. Comme pour Gaza, l'occupant tente par le terrorisme des colons de vider la Cisjordanie de sa population. Et dans le même contexte, des colons sionistes armés ont volé des centaines de moutons à une communauté bédouine de la vallée du Jourdain, dans l'un des plus grands incidents récents en cours, desquels les Bédouins de la région ont déclaré avoir été attaqués et harcelés. L'histoire a commencé vers 21h30, 22h. Les enfants nous ont dit qu'ils avaient vu 2 hommes portant des lumières venant de la colonie. Quand nous sommes allés les voir, ils ont dirigé la lumière vers nous. L'objectif était de nous distraire, car nous avons découvert qu'ils mélangeaient leurs moutons aux nôtres, au même moment où 200 colons avec leurs moutons sont entrés dans la communauté sous la protection de l'armée et de la police. Wadi Ojja est désormais le seul endroit de divertissement pour les habitants de la vallée du Jourdain et de la Cisjordanie. Les colons convoitent cette zone en raison de son relief et de son climat. Les autorités d'occupation ont essayé pendant des années de déplacer les gens ici par le biais de notifications et de démolitions, mais ils n'y sont jamais parvenus. Maintenant, elles essaient avec les colons qu'ils utilisent pour tenter de déplacer les résidents. Ils n'ont aucune sécurité, ils dorment dans la peur pendant la nuit. Même fermer la porte de la maison n'est pas sûr, car ils peuvent l'ouvrir. Ils ont vu il y a 2 jours que les colons ont ouvert les maisons, cassé les portes, sont entrés dans les maisons et ont frappé les femmes et les enfants pendant qu'ils dormaient. C'est vraiment dur pour nous ici dans la communauté. Je vous le disais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a procédé ce mardi à l'inauguration de l'usine de dessalement d'eau de mer Cap Djennet 2 dans la wilaya de Boumerdes, dotée d'une capacité de production de 300 000 mètres cubes jour. Auparavant, le président algérien avait suivi 2 exposés techniques sur les différentes étapes de réalisation de ce projet. La concrétisation de ce projet d'envergure s'inscrit dans le cadre du programme national décidé par le président algérien pour la réalisation de 5 grandes stations de dessalement de l'eau de mer dans les wilayas d'El Taref, de Béjaïa, de Boumerdes, de Tipaza et d'Oran,
d'une capacité de production de 300 000 mètres cubes chacune, pour un coût avoisinant les 2,4 milliards de dollars. Et l'inauguration de la nouvelle station de dessalement de Cap Jenna 2 a été suivie de près par notre envoyé spécial Kherdin Batash. C'est suivant le même rythme que l'Algérie poursuit l'inauguration des usines de dessalement d'eau de mer dans le cadre du programme complémentaire ordonné par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, comprenant la réalisation de 5 stations ou 5 usines de dessalement, un programme urgent que le président avait instruit justement le gouvernement de terminer, de réceptionner ces usines avant la fin du Ramadan. Nous en sommes à 4 usines jusqu'à maintenant. Nous trouvons aujourd'hui dans la wilaya de Boumerdès pour l'inauguration par le président algérien Abdelmadjid Tebboune de la station de Cap Jenna, une station avec une capacité de production de 300 000 litres jour. Usine qui est la 4e de son genre, bien entendu, élève la capacité de production globale atteinte jusqu'à maintenant à 1,2 milliard de litres par jour. Cette usine qui est réalisée à 100% par des Algériens, par des capacités et des entreprises algériennes, filiales du groupe Sonatrach comme AEC, GCB et encore GTP. Ces réalisations, bien entendu, s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre le stress hydrique qui frappe toute la zone méditerranéenne. Il s'agit, bien entendu, de projets stratégiques qui vont permettre à l'Algérie d'avoir une longueur d'avance par rapport à d'autres pays en la matière. L'Algérie devient par la même occasion une puissance régionale en matière de dessalement d'eau de mer au vu de cette expérience acquise en la matière. Après la réalisation jusqu'à maintenant de 19 stations de dessalement, ce programme sera bien entendu, comme l'a instruit le président algérien Abdelmadjid Tebboune, suivi d'un autre programme complémentaire comprenant la réalisation de 6 usines de dessalement, ce qui portera le taux global justement de production d'eau potable à travers le dessalement d'eau de mer à 62% à l'horizon 2030. Voilà, l'Algérie tente de prendre le taureau par les cornes et de répondre efficacement à ce problème endémique du stress hydrique qui va frapper bon nombre de pays de la zone méditerranéenne d'ici les années à venir. Je vous en parlais également en titre. La Russie a subi dans la nuit d'hier une attaque massive de drones ukrainiens, la plus grande depuis l'opération spéciale contre l'Ukraine, qui a ciblé en particulier la région de Moscou, faisant au moins 3 morts et 18 blessés, dont un enfant. Le ministère russe de la Défense a rapporté avoir abattu 343 drones au cours de cette attaque, dont 91 dans la région de Moscou, soulignant que 6 drones ont été interceptés près de la centrale nucléaire de Koursk. La Russie a affirmé avoir repris à l'armée ukrainienne 12 localités et plus de 100 km² de sa région frontalière de Koursk, où ses troupes ont revendiqué ces derniers jours d'importantes avancées. Hier, l'armée ukrainienne avait dit renforcer ses troupes combattant dans cette région russe face à la progression rapide des troupes de Moscou. Et au volet diplomatique, l'Ukraine et les États-Unis ont entamé des discussions ce mardi en Arabie Saoudite avec une proposition ukrainienne de cessez-le-feu partiel avec la Russie sur la table. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriy Sybiga participent à la réunion de Jeddah. Il s'agit des premiers à ce niveau entre responsables ukrainiens et américains depuis la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche fin février, qui avait donné lieu à une spectaculaire joute verbale avec Donald Trump et son vice-président dans le bureau ovale.
La Chine a affirmé soutenir tous les efforts propices à un règlement pacifique de la crise ukrainienne avec l'espoir que toutes les parties concernées parviendront à une solution juste et durable qui soit acceptable pour tous. La Chine soutient tous les efforts visant à un règlement pacifique de la crise ukrainienne. Nous espérons que toutes les parties concernées parviendront à une solution juste et durable, acceptable par tous. La Chine est également disposée à continuer de travailler avec la communauté internationale pour jouer un rôle constructif dans le règlement politique de la crise. Pékin qui a dit suivre de près l'évolution de la situation après l'arrestation de l'ancien président des Philippines, Rodrigo Duterte. L'ex-chef de l'État est accusé par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité présumés perpétrés dans le cadre de la guerre contre la drogue livrée sous sa présidence. Il s'agit d'un incident de dernière minute important. La Chine a pris note des informations concernées et suit de près l'évolution de la situation. Je tiens à réitérer que la Chine préconise toujours que la Cour pénale internationale adhère strictement au principe de complémentarité, s'acquitte de ses fonctions avec prudence et conformément à la loi et évite la politisation et les doubles standards. Et avant de terminer, nous vous proposons cette petite halte dans l'ouest algérien, direction Tlemcen, à la découverte du palais d'Al-Machouar, véritable joyau de la ville et témoin de sa richesse historique. La citadelle reflète la splendeur de la dynastie zianide qui fit de Tlemcen une capitale prospère du Maghreb central. Reportage signé Mohamed Wali Ben Chaban. Construite au cœur de la vieille médina de Tlemcen, la citadelle du Mechouar se dresse comme un témoin majestueux du riche passé de cette ville historique. Chef-d'œuvre architectural, le palais reflète la splendeur de la dynastie zianide, qui fit de Tlemcen une capitale florissante du Maghreb central. Les Zianides étaient des gens très penchés vers l'architecture et ils adoraient l'architecture, ils adoraient le côté artistique. Et Amr Hassan Ben Zayyan a eu l'idée de construire un palais digne de la grandeur, de ses pensées et de ses penchants vers une architecture vraiment extraordinaire et qui s'inspirait de l'Andalousie. Derrière ces imposantes murailles, le Mechouar n'était pas qu'une simple forteresse. Il abritait la cour royale, les appartements et pièces du sultan, ainsi que des jardins luxuriants inspirés de l'art andalou. Constatant la décoration, nous avons une décoration qui est très fine, avec des outils aussi très bien choisis. Par exemple, le joss, qui est le plâtre qui est utilisé, avec l'interaction entre l'épigraphie et le floral est magnifique. Donc nous avons les palmettes, nous avons l'étoile à 8 pans, qui est l'intersection de 2 carrés, qui donne naissance à 8 pans. Donc c'est ce qu'on appelle la coquille. Même dans la structure, dans la réalisation de l'épigraphie, nous avons une grande finesse. Avec une architecture raffinée dans l'enceinte du palais, on découvre des vestiges témoignant d'un savoir-faire exceptionnel. Nous avons par exemple le décor floral, le décor épigraphique qui est unique parce qu'il est très fin. La réalisation de l'épigraphie est très fine. Nous avons aussi, par exemple, les arcs qui sont polylobés. Par exemple, nous avons beaucoup d'arcs polylobés, très finement polylobés, lobés et polylobés. Nous avons aussi la toiture. La toiture qui existe dans les chambres du palais, c'est une toiture à peu près ressemblant à l'arête de poisson. Elle est en bois. Mais la boisure a été faite dans le but, par les Zianites, d'absorber l'humidité. Les éliges du palais illustrent le raffinement du savoir-faire artisanal hérité des époques abbassides, andalouses, puis zianides.
à travers les Perses, l'interaction des Perses et des musulmans à Bagdad, que nous avons découvert les particules de Zellij. Ensuite, le Zellij a voyagé en Andalousie, Dawlat Badi al-Ahmar. C'est là où il a fait son apparition vraiment grandiose. Et c'est de là où se sont inspirés, par exemple, les Ianites qui ont été élevés à Grenade, à Séville, à Cordoue, et qui nous ont ramené ces outils, là en Algérie, à Qal'at Bani Hamad par exemple, et ensuite à Tlemcen. Donc Tlemcen, qui était la capitale du Maghreb central, a donné, durant la dynastie Zianide, a donné beaucoup d'importance aux Zellij. Ce monument continue d'émerveiller les visiteurs par son histoire et son architecture. On vient souvent parce que ça représente notre patrimoine algérien, un patrimoine tlemcenien, local. Ça représente toute notre histoire. Il est magnifique, il rappelle beaucoup le style andalou qu'on a eu l'occasion de visiter à Grenade et à Séville. Donc non, c'est très très beau, vraiment c'est un endroit que je recommande. La visite du palais offre une immersion profonde dans le patrimoine culturel et historique de Tlemcen, témoignant de la grandeur passée de la dynastie zianide et de l'importance de cette ville dans l'histoire algérienne. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.